First came the Magic Kingdom, then Epcot, then Disney MGM Studios, and now... River Country, Big River Country, it's a hoot, it's a holler, it's a water jamboree. Dire que tout le monde connaît Disney serait un euphémisme. C'est l'un des plus grands empires commerciaux du monde et surtout, le visage du divertissement à destination des petits comme des grands. Dessins animés, parcs d'attractions, chaînes de télévision, magazines, produits dérivés... Peu d'entreprises peuvent se vanter d'avoir une présence aussi marquée et variée dans le paysage de notre société. Personnellement, j'aime beaucoup Disney. Je suis conscient des divers problèmes liés à ce monstre du divertissement et je comprends définitivement certaines des critiques émises à leur égard. Mais voilà, c'est un fait, j'ai pas mal d'affection pour leur production. Tout particulièrement leurs classiques d'animation, anciens comme récents, chez lesquels je trouve un réel charme, et dans le cas de ceux avec lesquels j'ai grandi, un immense sentiment de nostalgie. Mais évidemment, quand on fait face à une entreprise aussi grande, on se rend très vite compte que tout n'est pas aussi magique qu'il n'y paraît. Qu'il s'agisse des histoires souvent bien sombres ayant inspiré certains de leurs plus grands classiques, du traitement de certains de leurs acteurs ou tout simplement de légendes urbaines, c'est comme si tout un pan de l'histoire de Disney était destiné à rester caché des yeux du grand public. Malgré tout, étant passionné des parcs de la compagnie ainsi que détenteur d'un pass annuel pour celui de Paris depuis maintenant quelques temps, il y a une de ces parts d'ombre à côté de laquelle je ne pouvais tout simplement pas passer. Abandoned by Disney est une creepypasta narrant l'histoire d'un certain complexe bâti par Disney en Caroline du Nord, portant le nom du Palais de Mowgli. Quelque temps après son ouverture au grand public, celui-ci aurait fini par être fermé et complètement abandonné par la société, sans raison vraiment crédible ou valable. 10 ans plus tard, un certain jeune homme, le narrateur de cette histoire, choisit de partir explorer cet endroit délaissé après être tombé sur le blog d'un utilisateur étant allé visiter un autre lieu abandonné par Disney, Treasure Island. Les anciens décors du palais de Mowgli sont tombés en décrépitude dans cet endroit à l'atmosphère si particulière où la nature semble avoir repris ses droits. Certains animaux exotiques laissés ici par la compagnie y vivent encore, et de multiples pancartes jonchent le sol et les murs, portant toutes la même inscription « Abandonné par Disney ». En revanche, à force de trop s'enfoncer dans ces vestiges des temps modernes, notre protagoniste finit par tomber sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, que Disney ne voulait pas que le monde voie. Au fin fond du complexe, dans la zone réservée aux mascottes, il trouve un costume de Mickey Mouse allongé sur le sol, face contre terre, dont les couleurs semblent avoir été inversées, comme sur une photo en négatif. Alors que notre ami s'apprête à quitter la pièce après être tombé sur un crâne humain, le costume se lève soudainement jusqu'à se tenir debout. Lorsque ce dernier retire enfin son masque, une tonne de sang jaune s'écoule du costume, provenant d'un corps putréfié par les années. Évidemment, toute cette histoire est une creepypasta, une histoire fictive. En revanche, si je l'ai résumée assez rapidement, c'est parce que celle-ci ne constitue pas le sujet principal de cette vidéo spéciale Halloween. Non, non, non. Aujourd'hui, nous allons parler de lieux abandonnés bien réels, de ceux qui ont inspiré cette histoire. Avant de nous aventurer en cette ère désolée, il me semble important de faire avant toute chose un petit détour par le plus grand complexe de loisirs jamais créé par la Walt Disney Company, Walt Disney World Resort. Ouvert le 1er octobre 1971 à une trentaine de kilomètres de la ville d'Orlando, en Floride, Walt Disney World Resort, ou Disney World pour faire plus court, s'étend aujourd'hui sur une surface impressionnante de 110 km². 5 autres complexes existent aujourd'hui aux 4 coins du monde. Le tout premier, Disneyland Resort, vit le jour le 17 juillet 1955, près de Los Angeles. Après l'ouverture de Disney World en Floride, c'est au tour de Tokyo de profiter d'un parc le 15 avril 1983, puis Paris le 12 avril 1992, Hong Kong le 12 septembre 2005 et enfin Shanghai le 16 juin 2016. Mais revenons à Disney World. Remportant haut la main le titre de plus grand complexe Disney, il comprend au total 6 parcs. 4 parcs à thème avec Magic Kingdom, Epcot, Disney's Animal Kingdom et Disney's Hollywood Studios, et 2 parcs aquatiques avec Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. En revanche, 2 parcs manquent à l'appel.
2 parcs oubliés du grand public depuis des années. 2 parcs abandonnés par Disney, mais 2 parcs que nous allons dès maintenant dépoussiérer. Notre première destination est une petite île située au beau milieu du lac de Bay Lake, en Floride. Celle-ci fut renommée à maintes reprises au fil de son histoire, que j'ai pu retracer jusqu'au début du XXe siècle. À cette période, l'île portait le nom de Raz Island, dû à la famille qui y vivait, jusqu'à ce qu'un certain Delmar Nicholson, animateur radio aussi connu sous le pseudonyme Radionic, rachète l'île pour la modique somme de $800 et la renomme Idle Bay Island en 1937. Passionné de botanique, il y établit sa maison et transforme l'île en immense jardin parsemé de nombreuses fleurs et arbres fruitiers. Radionic vivra une vingtaine d'années avec sa femme avant de revendre l'île, qui sera ensuite transformée en terrain de chasse et renommée Riles Island. Enfin, en 1965, Walt Disney aperçoit l'île lors d'un vol de repérage, puis choisit de la racheter et de la renommer Blackbeard's Island. Sa compagnie décide ensuite de consolider le terrain avec une énorme quantité de terre, et d'ajouter de nombreux décors inspirés d'histoires de pirates telles l'île au trésor. L'île est alors renommée Treasure Island et ouvre pour la première fois au public le 8 avril 1974, présentée comme un endroit où l'on peut y observer la faune et la flore sauvage. Les débuts furent quelque peu difficiles, des gens venaient visiter l'île, mais celle-ci était plus considérée comme une attraction qu'un véritable parc au même titre que Magic Kingdom. De plus, l'île n'était accessible qu'en bateau, ce qui n'était clairement pas pratique pour beaucoup de gens. 3 ans plus tard, l'île est officiellement déclarée comme parc zoologique et, après de multiples améliorations et rénovations, change une dernière fois de nom pour Discovery Island. Au total, Discovery Island accueillera plus de 200 variétés de plantes différentes, ainsi qu'une centaine d'espèces animales. Perroquets, pélicans, tortues, alligators, vautours. Plus le temps passait, plus l'île fourmillait de vie et de visiteurs. Malgré tout, l'île fermera finalement ses portes 25 ans jour pour jour après son ouverture, le 8 avril 1999. Elle continuera à être entretenue jusqu'au 9 juillet de cette même année, mais après cela, plus rien. Aucun autre projet entourant cette île ne semble pointer le bout de son nez, qui reste à ce jour complètement délaissé par ses propriétaires. Les animaux ont quant à eux été pour la plupart transférés à l'île centrale d'Animal Kingdom, qui héritera du nom de Discovery Island. Il nous manque le pourquoi du comment dans cette histoire. Disney n'a jamais vraiment explicité la raison de cette fermeture, ni pourquoi il ne semble plus vouloir utiliser cette île pour quoi que ce soit. Cependant, il est évident que le parc intéressait moins les visiteurs durant sa dernière année de vie, en plus de nécessiter des coûts d'entretien et de maintenance conséquents. La concurrence avec Animal Kingdom, inauguré en 1998 et bien plus grand et moderne, devait être rude. Il n'est donc pas difficile d'imaginer que Disney a voulu fusionner ces 2 parcs animaliers pour faciliter toute cette situation, reprenant donc le nom de Discovery Island pour une portion d'Animal Kingdom et laissant l'original à l'abandon. Pas mal de gens ont d'ailleurs affirmé que Disney avait prévu de fermer Discovery Island près de 9 ans avant sa fermeture officielle, et donc que le but premier d'Animal Kingdom était de bel et bien remplacer Discovery Island. Cependant, si on continue à se pencher sur le sujet, on se rend compte de l'existence d'une certaine controverse entourant Discovery Island. Apparemment, plusieurs cas de maltraitance animale ont été recensés sur les divers oiseaux de l'île. Je vais éviter de trop détailler l'affaire car c'est un sujet qui peut être difficile à encaisser pour certaines personnes, mais je vous laisse des articles en description si tout cela vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus. Pour résumer, Disney a dû faire face à 16 chefs d'accusation de cruauté envers les animaux dans cette période, dont le focus semblait majoritairement porté sur la mort de plusieurs vautours après des cas de maltraitance et de négligence. Ces accusations auraient été menées en 1989, et si les charges ont fini par être abandonnées après la correction des méthodes de la compagnie, il est certain que toute cette histoire aura bien entaché la réputation de Disney, jetant un voile sombre sur l'histoire de Discovery Island. Passons désormais de l'autre côté du lac de Bay Lake, où un certain parc aquatique vit le jour le 20 juin 1976, River Country.
Il s'agissait là du tout premier parc aquatique fondé par Disney, dont les décors furent très inspirés des histoires de Mark Twain comme Tom Sawyer. Le lagon principal de ce parc, s'étendant sur une superficie impressionnante de 1250 m², portait le nom de Bay Cove et était séparé du Bay Lake par un mur et un pont flottant, le Bay Bridge. Cette proximité avec le lac était volontaire, afin de pouvoir traiter l'eau du lagon plus facilement. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Bay Cove était encerclé par 2 plages, et par sa fameuse montagne artificielle composée de rochers ocre, accueillant plusieurs toboggans se déversant dans le lagon. Le lagon en lui-même était quant à lui agrémenté de ponts flottants, de poteaux et de cordes pouvant être utilisés par les visiteurs. On pouvait également noter la présence d'une plus petite piscine supplémentaire et d'un sentier flottant sur Bay Lake un peu plus loin. River Country fut un succès total. Alors que les hôtels du complexe possédaient leur propre piscine, River Country se démarquait par son véritable lagon et ses plages de sable qui ont beaucoup plu aux visiteurs, si bien que les piscines de plusieurs hôtels furent par la suite modifiées pour reprendre le concept de River Country. Ce succès retentissant amènera par la suite la compagnie à construire 2 autres parcs aquatiques à Disney World, que nous avons déjà cités dans cette vidéo, Typhoon Lagoon en 1989 et Blizzard Beach en 1995. Mais malheureusement, une fois les heures de gloire passées, River Country dut traverser une période difficile, dont il ne se remettra jamais vraiment. Indirectement victime de son propre succès, le parc perd progressivement une grande partie de ses visiteurs avec l'arrivée de Typhoon Lagoon et Blizzard Beach, qui sont bien plus grands et modernes. Ensuite, il y eut des problèmes au niveau du fonctionnement du parc. Les normes de santé publique avaient changé et le système de puisage et de filtrage de l'eau du lac n'était plus autorisé. En effet, si Bay Cove était littéralement collé au Bay Lake, c'était parce que l'eau du lagon était d'abord récupérée directement dans Bay Lake pour être ensuite filtrée et utilisée pour le parc, ce qui n'est aujourd'hui plus autorisé pour raisons d'hygiène. Et enfin, il y a quelque chose dont il faut absolument que je parle, même si ça n'a en réalité sans doute pas joué pour le destin du parc. À l'instar de Discovery Island, Disney dut faire face à une controverse entourant River Country. En l'espace d'une décennie, le parc aquatique fut le théâtre de 3 tragédies. Celle qui fit le plus parler d'elle est chronologiquement la première, survenue en 1980. Un garçon de 11 ans décéda des suites d'une infection lors de sa visite par un micro-organisme portant le nom de Naegleria fowleri, surnommée amibe mangeuse de cerveau, qui se trouvait alors dans l'eau du parc. À ce moment, il serait facile de mettre en cause le système de filtrage d'eau du parc quand on connaît ses risques pour l'hygiène. Cependant, la direction de Disney World affirma que l'amibe pouvait se développer dans n'importe quel corps d'eau soumis à un climat chaud, ce qui fut prouvé par les décès de 3 autres enfants survenus en Floride au cours du même mois, provoqués par la même infection. Ce décès est le seul de ce type qui fut recensé à River Country, et si l'on ne peut pas vraiment accuser directement le système de filtrage du parc, il est probable que les normes d'hygiène aient été mises à jour à cause de ce genre de cas. Les 2 autres décès furent par noyade, d'abord en 1982, puis en 1989. River Country mit officiellement la clé sous la porte le 2 novembre 2001, et si Disney n'a jamais explicité les raisons de cette fermeture, il n'est pas difficile d'imaginer le pourquoi du comment lorsque l'on connaît toute la situation autour des nouvelles normes d'hygiène et de la concurrence avec Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. Quant aux 3 drames qui ont secoué l'histoire du parc, il est impossible d'affirmer avec certitude s'ils ont participé à sa fermeture. Cependant, il est certain qu'ils auront participé à la construction du mythe de River Country. Pendant près de 17 ans, le parc est resté là, complètement délaissé et sans le moindre projet d'avenir, jusqu'en 2018. Cette année-là, un projet d'hôtel situé sur l'ancien site fut annoncé par Disney, intitulé Reflections, a Disney Lakeside Lodge. Les travaux débutèrent l'année suivante, mais furent interrompus en 2020 par l'incontournable crise sanitaire que l'on ne présente plus. L'hôtel était censé être prêt pour 2022, mais depuis cette interruption, les chantiers ne semblent pas vouloir reprendre, et Disney n'a donné aucune nouvelle à ce sujet. Une fois de plus, ce site aura été le théâtre de ce qui semble être un autre abandon de la part de ses propriétaires, le tout teinté d'une ironie à la fois sinistre et presque comique. Discovery Island et River Country. Avec une telle réputation et leur lien direct avec le géant Disney qui s'efforce de toujours maintenir son image colorée et familiale,
il était clair que ces deux sites allaient devenir des destinations de choix pour les amateurs de lieux abandonnés et d'exploration urbaine. Celui qui fit le plus parler de lui est un homme répondant au pseudonyme de Seth Lawless, un photographe et journaliste américain connu pour ses photos de sites urbains et ruraux à l'abandon et en déclin. Il possède son propre site internet et il publia le 16 mars 2016 un article documentant sa petite visite de River Country et Discovery Island, photo à l'appui. Je vous laisse le lien de l'article en description si vous voulez aller y jeter un œil. Les photos postées sur sa page nous dépeignent des environnements décrépits par le temps, où la nature a repris ses droits, tandis que demeurent les vestiges d'une époque grouillante de visiteurs, où le rêve et le consumérisme régnaient en maître. Malheureusement, Seth eut quelques ennuis avec Disney suite à son exploration et son article, la compagnie l'ayant banni à vie de tous les terrains liés à Disney World et menacé de le poursuivre en justice. Heureusement pour nous, il n'est pas le seul à avoir tenté l'expérience et à l'avoir documentée. Pas mal d'explorateurs étant partis visiter les sites de River Country et Discovery Island ont partagé les vidéos de leurs aventures sur YouTube, nous révélant encore un peu plus de facettes de ces domaines appartenant au passé. À Discovery Island, les bâtiments ont été pour la plupart ravagés par les intempéries. Certains ont plus ou moins tenu, mais d'autres se sont retrouvés avec des murs entiers arrachés par le vent ou les chutes d'arbres. Certains sentiers et décors sont à peu près intacts, d'autres détruits par le temps et noyés sous la verdure. Des objets d'un autre temps peuvent être trouvés, comme de vieilles bouteilles de soda, des médicaments pour animaux périmés depuis bien longtemps, des panneaux de l'époque où le parc était encore actif et même un calendrier de l'an 1999. La végétation a complètement submergé cet univers isolé et dévasté, le transformant en un décor que l'on pourrait presque décrire comme post-apocalyptique. De plus, certains explorateurs de Discovery Island affirment que les lampadaires de l'île étaient encore alimentés en électricité jusqu'en 2008, illuminant donc une île dépourvue de présence humaine durant 9 années en lui créant une atmosphère d'autant plus fantomatique. On se rend compte que, de son côté, River Country a eu droit à un peu plus d'attention de la part de Disney, du moins avant que tout ne soit rasé pour le chantier de Reflections. Certains éléments de décor proches de l'entrée, comme le petit château d'eau, avaient été retirés proprement. Quant aux anciens guichets, ils étaient toujours là et relativement propres. Mais lorsque l'on commençait à regarder par-delà les grillages délimitant la zone interdite aux visites, le décor changeait du tout au tout. Au départ, les piscines étaient quasiment vides et envahies par la moisissure, les champignons et la vase. Mais suite à l'épidémie du virus Zika, elles furent remplies de sable afin d'éviter d'attirer les moustiques propageant la maladie. On pouvait également observer les vieux toboggans tombant en décrépitude, menant vers les bassins asséchés. Et si Discovery Island avait ses lampadaires pour créer une ambiance de parc hanté, River Country, c'est la musique d'ambiance du parc qui continuait de se jouer pendant des années, sans personne pour l'écouter, résonnant comme les échos lointains d'une époque oubliée. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que c'était vraiment une des vidéos sur ma chaîne que j'ai préféré faire jusqu'ici. Et j'espère que ça s'est vu et que ça vous aura plu. Même si j'aime beaucoup la vidéo sur Sandy Crisp que j'ai pu faire pour Halloween dernier, je trouvais que ça manquait un peu du côté vraiment spooky et horrifique de la fête. Mais je pense que j'ai trouvé un bon équilibre avec le thème de cette année. Une fois de plus, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, partager et à vous abonner. Et on se revoit très bientôt. Et surtout, très bonne Halloween à tous!